L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Fidèles amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, je reçois pour vous l'honorable Benoît Degla. Il est député du parti politique Bloc républicain, élu de la 10e circonscription électorale qui comprend les communes de Glazoué, de Savet et de Ouessé. Il a été ancien ministre de l'Intérieur, ancien conseiller spécial à la sécurité à la présidence de la République. Avec lui, nous parlerons sans nul doute de l'actualité politique nationale, notamment liée à la modification du code électoral, laquelle modification du code électoral a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle dans la nuit du jeudi. Bonjour à vous, honorable Benoît Degla. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Oui, tout à fait, mais c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Merci beaucoup. Alors, Benoît Degla, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la modification du code électoral que vous avez effectuée dans la nuit du 5 mars 2024. Est-ce que vous êtes surpris de cette décision de la Cour? Je ne dirais pas que je suis surpris, disons simplement que la loi a été dite. Et lorsque la situation se présente ainsi, nous devons être fiers de nos institutions et souhaiter que toutes les parties prenantes, toute la classe politique prennent acte de ce que la Cour constitutionnelle a décidé et pour que nous puissions évoluer désormais et aller vers d'autres tâches de développement. Alors, vous voulez aller à d'autres tâches de développement pendant ce temps, bien avant la déclaration conforme à la Constitution de la Cour constitutionnelle, beaucoup crient à l'exclusion. Il y a même des partis de la mouvance qui estiment que ce qui a été fait aussi, c'est pour les faire harakiri. Je ne crois pas à ce qui se dit là. J'ai toujours dit, quand la question m'a été posée, j'ai répondu par ceci et j'ai dit que nous avons tendance à désinformer un peu nos populations parce que nous ne leur disons toujours pas la vérité. On n'explique pas de façon méthodique avec beaucoup de détails et ce qui s'est fait. Et les gens font, il est aisé pour les gens, n'est-ce pas, de s'adonner aux rumeurs, qui sont parfois nocives pour nous, parce que cette loi, elle n'a rien d'exclusif. Elle n'a rien d'exclusif. Et le parti BR, qui est le mien, ne se trouve pas exclu dans cette démarche-là, dans cette loi modificative. Si nous nous sentions exclus, on n'aurait fait pas de notre mécontentement. Peut-être qu'on se serait associé à ceux-là qui ont voté contre. Donc nous ne sentons pas exclus. La loi, dans les différentes dispositions qui ont été modifiées, au contraire, elle vient conforter un certain nombre de choses. Et lesquelles, par exemple? Les partis politiques. La loi vient
encourager ou alors forcer même les partis politiques à avoir une assise nationale, il faudrait que les partis politiques soient des partis à envergure nationale, qu'ils aient une assise véritablement nationale. Mais la monture avant cette modification faisait la promotion, si je peux le dire ainsi, des grands ensembles, des partis politiques nationaux. Vous savez, lorsque le code lui-même était voté en 2019, c'était dans un but précis, c'était la mise en œuvre de la réforme du système partisan qui est passée par la chef des partis, et l'objectif était que nous réduisions drastiquement les partis politiques dans notre pays pour pouvoir faire un peu comme ce qui se passe ailleurs. On ne comprend pas qu'un pays avec une population de 12 millions d'habitants, nous ayons dans le temps près de 300 partis politiques. C'est inadmissible. On avait des partis politiques dont les chefs avaient juste leur récépissé dans le sac, et des partis politiques d'arrondissement, des partis politiques de village. Un parti politique doit avoir un ancrage national, doit pouvoir se faire entendre partout. Il doit pouvoir être représentatif de toutes les contrées de notre pays. C'était ça l'objectif là. Alors, aujourd'hui, on s'est rendu compte que malgré tout ce qui a été fait, nous sommes aujourd'hui à quand même 15-16 partis politiques. 15-16 partis politiques. C'est encore trop pour vous, selon? Écoutez, c'est pas encore trop, mais il ne faudrait pas qu'on aille davantage. Pourquoi? Il ne faudrait pas qu'on aille encore plus loin. Ce qui est là, si c'est ce que vous voulez savoir, même si c'est pas exagéré, il faut faire en sorte que ça diminue. Pour faire en sorte que ceux-là même fusionnent entre eux. Pour qu'au finish, aille à l'Assemblée des partis politiques de l'ordre de 3, 4, 5 maximum. Ça fait du bien pour notre pays. C'est source de développement, si vous savez, parce qu'on gagne du temps et on économise de l'argent qui peut servir à autre chose. Alors, lorsque vous parlez ainsi de la pléthore de partis politiques, il y a quand même des dispositions du code électoral qui, si le ministère de l'Intérieur faisait ce qu'il doit faire, ces partis-là devaient disparaître pour n'avoir pas participé à un certain nombre d'élections. Est-ce que ce n'est pas la non-application du code électoral dans la plénitude de son expression qui laisse libre cours à cette pléthore? Cela ne se faisait pas avant, désormais, je pense que le ministère de l'Intérieur a obligation de le faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a l'obligation pour le ministère de l'Intérieur de faire ça et de faire les contrôles, de voir ceux qui sont éligibles, ceux qui doivent disparaître de la carte politique parce que n'ayant pas pris part aux élections, parce que c'est l'une des exigences. Donc tout ça se fera. Et c'est fait, je suppose que ça s'est fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que partis reconnus légalement, ils sont au nombre d'une quinzaine. Et je trouve que cela, c'est-à-dire, il faudrait faire en sorte que cela n'aille pas au-delà et que ceux-là qui sont déjà là puissent entre eux se mettre ensemble. Mais est-ce qu'avec cette réforme du système partisan, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes toujours dans l'état démocratique, dans la démocratie telle que prônée en 90, lorsque l'on sait par exemple que désormais, si par exemple le ministère de l'Intérieur doit faire son travail et que doit amener tout le monde à être dans les partis politiques et que par exemple les partis politiques, il y a une discipline de groupe qui est exigée, vous ne pouvez plus prendre la parole comme par le passé, vous devez quand même suivre certaines disciplines et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un certain étouffement de l'expression à ce niveau-là? Pas du tout, pas du tout. Moi, je vais vous renvoyer, vous savez, nos amis d'enfance aiment se référer à la conférence de forces vives de la nation. Et je crois que à cette occasion, il y a une éminente personnalité, Eustache Présidentiaux, qui déjà à l'époque, disait qu'il faut faire en sorte que dans notre pays, nous n'ayons pas plus de 3 ou 4 partis. Déjà, c'était prémonitoire. Il le disait déjà. Ça veut dire qu'on ne vante pas. Nous sommes dans une logique. On fait un constat. Et aux États-Unis, ils sont combien de partis? Est-ce qu'un pays plus démocratique que les États-Unis? Ils sont combien? Lorsque vous prenez à côté de nous le Nigeria, il y a eu des réformes qui ont abouti aujourd'hui à ce que ce grand pays, qui fait 10 fois, non, 20 fois notre pays, est combien de partis? Combien de partis? 2. Le Ghana, presque 2 fois notre pays. Ils en ont combien? Cela n'enlève rien à l'expression démocratique. Au contraire. Parce que la démocratie doit accompagner le développement.
Et ça fait partie aussi du développement, savoir réformer le système partisan. Donc, ce que nous avons fait n'embrigade personne. Au contraire, si votre parti, si un parti est véritablement fort et que malgré les contraintes, malgré les obstacles à travers les dispositions, si un parti arrive à s'imposer, mais on ne va pas l'éliminer, il se serait imposé. Mais on dit, pour que vous soyez vraiment éligible, voici les conditions. Ça aussi, c'est la loi qui permet ça. Et ça aussi, la démocratie. Pour être éligible, vous devez remplir un certain nombre de conditions. Une démocratie sans normes, ça n'a pas de sens. Et on se donne les normes. Elles peuvent être contraignantes pour tout le monde. Et ces normes-là, elles sont contraignantes pour tous les partis existants aujourd'hui au Bénin, y compris les partis qui sont à l'Assemblée nationale. C'est des normes qui sont contraignantes pour tout le monde. Tout le monde. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de répondre un peu à ça, mais c'était estime que ce code électoral-là pourrait être corrosif pour le bloc républicain et également pour les démocrates. Or, que les gens ne s'en fait pas pour nous, pour le bloc républicain, nous savons où nous allons et nous savons aussi ce que nous faisons. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Vous savez, quand vous prenez les dernières élections, nous étions à 29% et nous avons eu 28 députés. Les autres, ils ont... Vous avez 20% dans toutes les circonscriptions électorales? Sauf dans une ou deux. On a eu 29% sur l'ensemble du territoire national. Les autres, ils ont eu 24% et ils ont eu 28 députés. On ne s'est pas plaint. Nous ne sommes pas plaints. Pourquoi est-ce qu'avec 28%, nous avons eu seulement 28 députés? Nous avons eu seulement 28 députés. Avec 29%, vous avez eu 28 29 députés. Voilà, nous avons 28 députés. Et eux, avec 24, ils ont eu 28 députés. Également. Nous n'avons pas crié, on n'a pas fait le scandale dans le pays. Nous avons accepté la décision de répartition de la Cour. Nous sommes, en tant que bons démocrates, nous en sommes tenus à cela. Lorsque la loi est votée, nous avons pris part à la rédaction des amendements. Et cette loi est votée, nous savons désormais que c'est le travail qui nous attend. Nous tous, y compris même l'UPR. Tout le monde est appelé à se battre aujourd'hui. C'est un appel à la mobilisation générale dans tous les camps politiques. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer d'exercer ou de continuer comme parti politique savent qu'ils ont dû traverser la planche en s'organisant davantage, en occupant le terrain et en se rendant présent. Parce qu'on a besoin, comme je l'ai dit, de partis à envergure nationale, des partis véritablement nationaux. C'est ça ce qui explique les modifications qui ont été apportées par rapport au pourcentage. Au pourcentage. Alors, vous allez rappeler très rapidement, pour peut-être celui qui n'a peut-être pas encore suivi dans les moindres détails tout ce débat qui s'est fait depuis quelques jours, là, qu'est-ce qui a changé véritablement avec ce nouveau code électoral? Oui, vous savez, il faut partir déjà de ce pourquoi il y a eu il y a eu l'avis de la Cour constitutionnelle. Oui, il y a eu l'avis de la Cour par rapport à un recours des citoyens. Qui lui a été adressé. Et la Cour a demandé à l'Assemblée nationale de faire des réajustements pour que les députés élus actuels, en fonction, qui sont autorisés à parrainer en vertu du code actuel, que avec les maires actuels, puissent être appelés à parrainer. Seulement, s'agissant des maires, l'élection des maires en 2026 peut amener que des maires puissent parrainer et que d'autres non, parce qu'ils ne seraient pas installés au même moment. Vous savez très bien que l'installation des maires est totalement différente de l'installation des députés. Ça se fait en plusieurs étapes chez les maires. Donc, la certitude que tous les maires soient là est quasi impossible. Et c'est pour cela que la Cour a demandé ce réajustement des dates. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, dans ces conditions, le président de la République aura 180 jours avant le jour du scrutin pour déposer sa candidature. Vous comprenez? Ça veut dire que bien avant, les députés et les maires en fonction actuellement sont éligibles pour porter les
pour donner les parrains et les parrainages. Donc, c'est ce qui a été fait. C'est le premier. Vous avez suivi le sillage donné par la Cour constitutionnelle déjà? Mais oui, déjà, donc là, on permet à tout le monde de prendre part activement au parrainage. Mais est-ce que le délai n'est pas de trop? Mais non, écoute, 6 mois pratiquement. Est-ce que vous savez, c'est en novembre prochain les élections aux États-Unis. Et déjà, on connaît les candidats. Nous connaissons déjà les candidats. Trump et Joe Biden. Nous connaissons déjà les candidats. Pourquoi mais on innove. Il faudrait que nous puissions aussi faire comme les autres. Pourquoi attendre à en faire un tabou la publication du nom de celui qui va être candidat? Pourquoi? À 6 mois, on doit le connaître. On doit savoir si il répond à l'attente de l'électorat. Et c'est l'occasion pour ses partisans ou ceux qui sont opposés à lui de trouver les éléments pour ou contre. C'est pas à la dernière minute qu'on va balancer quelqu'un, on va importer quelqu'un pour dire, bon voilà, il est candidat. Non. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, très rapidement, est-ce que lorsque on est en plein processus et que l'intéressé a obtenu ses parrainages et qu'en pleine élection législative, on est en train de renouveler les parrains, ce dernier peut-être décide de désister alors qu'il y a 2 candidats. Dans une situation pareille, qu'est-ce qui est prévu par la loi? Mais non, les parrainages qu'il a délivrés, les parrainages reçus par celui qui a été qui a désisté, ces parrainages ne servent plus. Puisque le candidat s'est désisté. Il s'est désisté et il n'est plus possible. Il n'est plus possible, dès l'instant où il se désiste, les parrainages qu'il a reçus ne sont pas à remettre sur le marché pour dire on fait une vente aux enchères, qui sont ceux-là qui deviennent de nouveaux candidats. Mais ce n'est pas possible. C'est des parrainages qui ont été délivrés à quelqu'un, à un candidat donné, d'un parti donné. C'est ça que je veux comprendre. Oui. C'est les parrainages délivrés pour un candidat d'un parti donné, pas les militants de ce parti-là. Donc, s'il se désiste, ça, c'est une cuisine interne entre lui et son parti, parce qu'il doit faire perdre la place à son parti politique. Ok. Et si éventuellement il devient inapte, par exemple, l'homme propose de disposer, si par exemple il décède. Mais écoutez, la Cour avisera. La Cour avisera à ce moment. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de rappeler un peu d'où est partie cette initiative de modification du code électoral. Vous avez exposé un peu pourquoi la question du délai, il est proposé dans le nouveau code électoral actuel 180 jours. Mais par rapport à la question du parrainage, pourquoi vous avez décidé de verrouiller davantage le parrainage? Est-ce qu'il y a des craintes que des élus aillent parrainer d'autres candidats pour 2026? Est-ce la raison pour laquelle vous avez verrouillé davantage le parrainage pour quasiment dire aux partis politiques d'en décider? Vous savez, nous étions à 10%. Nous étions à 83 députés. Okay. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes à 109 députés. Quand on fait la différence entre 83 et 109, il y a 26. Et ces 26 représentent plus de 20% des députés de 83. On n'est pas allé et on n'a pas tenu compte de l'augmentation de 26 députés pour dire qu'on va fixer le seuil de parrainage à 15%, à 20%. On s'est arrêté à 15% parce qu'on s'est dit que 15% c'est raisonnable. Tous les partis politiques aujourd'hui peuvent l'avoir. Ils peuvent avoir les 15%. Même si les enjeux politiques changent? Pardon? Même si les enjeux politiques bouleversent? Mais écoutez, chaque parti aujourd'hui est appelé à fidéliser sa troupe. Chaque parti est aujourd'hui appelé à fidéliser sa troupe. Chaque parti est appelé aujourd'hui
à mieux s'organiser pour que la cohésion existe, pour que rien ne puisse ébranler pendant les élections, au cours des élections. Mais c'est ça que justement, c'est ça qu'il faut. C'est une façon de dire que nous luttons contre la transhumance. C'est une façon de lutter contre la transhumance. Que le porteur de parrainage ne soit pas à la recherche d'un candidat. Il est obligé de le faire pour son candidat, pour le candidat de son parti. Ensuite, les 15%, qui sont un chiffre raisonnable, de 27, 28, sont à la portée de tous les partis. Nous aurons les élections de 2026, mais suivrons les élections, nous aurons toutes les élections législatives et les élections générales en 2026. Mais c'est l'occasion pour tous les partis d'avoir le nombre d'élus suffisant en fonction de leur combativité, en fonction de leur force, d'avoir le nombre d'élus suffisants pour leur procurer, pour les élections à venir, les 15, 20%, 30%. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on s'est dit, nous avons les données actuelles nous rassurent et nous font dire qu'à 15%, c'est gérable pour tous les partis. Bien sûr que les partis doivent se prendre eux-mêmes en charge pour éviter des couacs en leur sein. Alors pourquoi 20% alors par circonscription électorale? Alors, on a dit 20% par circonscription et on a dit l'éligibilité au siège est portée à 20% par circonscription électorale. Est-ce que c'est normal qu'un parti politique ait sur sa liste des candidats, parmi lesquels certains se font élire simplement avec les voix, seulement avec le voix de 2 ou 3 circonscriptions. Ils se font 5 députés, 6 députés, avec les voix de 2 ou 3 circonscriptions. Un député n'est pas régional, le député il est national. Et pour démontrer sa force, sa présence nationale, c'est qu'on puisse constater que dans toutes les 24 circonscriptions, il a une implantation qui lui permette de s'assurer au niveau de l'électorat 20%. Ce n'est pas encore trop demandé aussi. 20%, nous ne l'avions pas eu par le passé. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous nous attelons à ça. Aujourd'hui, nous avons un objectif, c'est d'être présent et de dépasser ces 20% partout. C'est ça justement le problème. Il ne s'agit plus de se camponner aux résultats qui pourraient venir de 4 ou 5 circonscriptions pour dire, mais avec ça, nous avons des élus. Mais non, il faut que vos résultats, qui font de vous un parti avec des députés, que ces résultats-là soient l'émanation de votre force constatée dans toutes les circonscriptions de la République. Alors, au cas où l'intéressé n'arrive pas à avoir les 20%, dans le nouveau code électoral, vous dites qu'il peut lever des sièges par accord de gouvernance. Oui. Alors que dispose la loi pour les accords de gouvernance? Oui, la loi dit que il est bien possible. Il est bien possible que les députés et que les partis politiques, pour qu'ils soient éligibles, doivent pouvoir atteindre les 20% par circonscription. Mais, dans un autre alinéa, la loi, il est dit que les partis politiques peuvent signer des coalitions parlementaires, des accords de gouvernance, pour que les circonscriptions dans lesquelles individuellement ils n'avaient pas 20%, qu'ils puissent se mettre ensemble pour atteindre ce chiffre-là, afin de se rendre éligibles au siège. Donc, il est bon de préciser qu'il s'agit simplement d'accords de siège, il s'agit de coalitions parlementaires, mais il ne s'agit point d'alliances, parce que les alliances sont proscrites dans notre droit. Et dans le code électoral, il n'y a plus d'alliance politique au Bénin. L'alliance, c'est lorsque plusieurs partis se mettent ensemble pour confectionner une liste qui comporte les noms de différents acteurs, des différents candidats provenant de ces les différents partis qui constituent l'alliance. Aujourd'hui, il n'en est plus question.
Il n'y en a plus question. C'est juste c'est circonstanciel. C'est avant le scrutin, vous déposez à la Sénat. Ça se fait avant le scrutin. Oui, avant le scrutin. Ça se dépose avant le scrutin à la Sénat. À la Sénat. Alors, autre innovation de ce code électoral? Oui, on parlera certainement des chefs de village, et des chefs quartiers. Vous savez, les élections, depuis 2015, il n'y a plus d'élection de chefs de quartier ou de chefs de village. Alors que c'est important le rôle que jouent ces élus-là dans la gouvernance locale. Il y a aujourd'hui, après un point fait par le ministère de la décentralisation, il y a plus de 200 conseillers, 200 chefs de village qui manquent à l'appel. Et beaucoup d'autres sont pris par l'âge et qui ne travaillent plus. Par conséquent, il faudrait pouvoir rapidement, avant les élections générales qui sont prévues en 2026, procéder à la nomination, proposer à des nominations des élus pour une période transitoire d'ici 2026. Alors, la base, c'est qu'on partira des élections des résultats des élections de 2020. Donc, dans chaque localité, le parti ayant ayant gagné dans la localité est celui-là dont le chef de village revient. À qui revient le chef de village ou le chef de quartier. Mais il l'aura en fonction des accords de gouvernance. Nous avons par exemple un accord de gouvernance avec l'Union progressiste, le renouveau. Il y a des aménagements qui peuvent être faits pour qu'on puisse, ici c'est l'UPR qui prend, là c'est etc. Voilà. Vous allez vous entendre pour le faire. Alors, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez dit actuellement, est-ce à dire que la loi a été faite en fonction des enjeux actuels? Et si à l'avenir, les enjeux changent? Mais d'abord, la loi, elle a été votée, d'abord le code, c'est en 2019. Oui. Mais de 2019 à aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ont besoin d'être reprises. Et il fallait avoir le courage de les faire, c'est ce que nous avons fait. Si dans 5 ans, on réalise, ou ceux qui seront là, on réalise que ce qui a été fait, en dehors de ce qui a été fait, il y a encore d'autres améliorations à apporter, mais pourquoi ne pas le faire? Une loi n'est pas une Bible, ni le Coran. Elle est perfectible en fonction du temps. Mais ici, nous n'avons pas une loi électorale, nous avons un code électoral et on estime que le code peut y toucher quand même. C'est une loi. Oh, mais on a une loi. Non, mais c'est une loi. C'est une loi portant code électoral. Loi portant code électoral, merci de préciser, voilà. Benoît Degla. Alors aujourd'hui, vous estimez que ce code électoral qui a été voté là vient renforcer le système partisan. Mais est-ce qu'il n'y a pas des députés dans votre sein qui regrettent de n'avoir pas révisé la Constitution aujourd'hui? Parce que certains pensaient, osons le dire, utiliser le parrainage autrement. Je ne sais pas s'il y en a qui vont regretter. Mais vous échangez avec vos collègues, peut-être mais dans non, les couloirs de l'Assemblée, peut-être. Oui, on échange, mais bon, vous savez, dans un groupe politique, il peut y avoir à des moments donnés des réflexions individuelles, mais il y a la discipline du groupe qui vous impose, nonobstant votre conviction personnelle, de vous aligner sur ce que prévoit le groupe. Et en cela, je ne sais pas s'il y en a, là, à la date s'il y en a, il y a eu les manifestations, quelques éléments qui sont positionnés, quelques collègues qui sont positionnés lors du vote de la loi modificative de code électoral. Mais ce n'est pas allé loin, puisque le lendemain, 2 ou 3 jours après, vous l'avez vu, c'est à l'unisson que nous avons voté la loi portant modification du code électoral. Et parce que nous avons compris que
il peut y avoir des mécontentements, il peut y avoir des incompréhensions, mais un bon parti politique, un grand parti politique, c'est celui-là qui sait jouer à la réconciliation, c'est celui qui sait rechercher le consensus en son sein. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'avec cette kyrielle de loi, vous êtes en train de rendre trop fort les partis politiques? Mais évidemment, on a besoin de rendre très fort les partis politiques pour que ce soit eux qui animent la vie politique. On a besoin de les rendre très forts pour que ce soit plus, que personne ne vienne, que personne ne sorte de nulle part et qui s'impose candidat à l'élection présidentielle. Regardez, depuis notre indépendance, vous pouvez calculer combien de chefs d'État sont issus de partis politiques. Les partis politiques ont souvent joué le rôle d'enjoliveur. Il faut en finir avec ça. Donc, rendre les partis politiques forts, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. Voilà. Alors, voici ce qu'on a dit. Aucun candidat, c'est-à-dire le candidat ne sera désigné que par un parti politique. Alors, quelle est l'implication de cette loi sur les suscitations de candidatures que nous voyons ça et là dans le pays? Non, mais ça se fait, mais la liberté de bouger, de parler, ça c'est libre à ceux-là qui en prennent l'initiative, mais c'est pas porteur. C'est pas porteur, ça déchire le tissu politique. Et je pense que les auteurs de ces choses-là, depuis un moment, ont pris la mesure de la chose, et je pense que, vous avez vu, c'est de moins en moins constaté. C'est de moins en moins constaté. Et vous pensez que ça va disparaître finalement? Ça va disparaître. Mais la plupart de ces jeunes-là qui se manifestent à travers le pays suscitent une candidature d'un des pas des moindres, d'Olivier Bokor. Vous êtes député de la mouvance présidentielle, vous êtes député depuis que Patrice Talon est installé. On ne peut pas dire que vous ne connaissez pas l'homme. Est-ce que la question au niveau du Bloc républicain a été débattue une fois, de tout ce qui est fait, de ces situations de candidature, de ces enjeux politiques? Non, parce que nous avons considéré cela comme des non-événements, un non-événement. C'est vrai, Olivier Bokor, je le connais très bien, c'est un frère, c'est un ami. On se parle, mais jamais, lui et moi, on a abordé le problème politique. On n'a jamais senti à son niveau qu'il a des ambitions? Mais non. Maintenant que les gens le fassent en son nom, c'est eux seuls qui savent les motivations réelles. Parce que il a été fidèle, il est resté tout le temps fidèle à son frère et ami, le président Patrice Talon, dans la réalisation de toutes les réformes, surtout les réformes politiques. Et ce que vous constatez comme être comme une façon de corser, de faire, de forcer et autres, tout ça, ça n'a pas été fait sans lui. Nous avons fait, on a travaillé, il a participé à des groupes de travail où ça a été discuté. Donc il sait très bien, lui-même Olivier Bokor, il sait très bien que les suscitations de candidature ne constituent pas sa candidature. Sa candidature doit être suscitée par un parti politique. Ça, il le sait aussi. Donc, voici pourquoi, n'ayant jamais discuté du problème avec lui, moi, je reste confiant qu'il n'est pas dans cette... Donc, les jeunes s'agitent, le mot, c'est pas moi qui vais l'employer ainsi, mais s'ils se manifestent parce qu'on leur a dit, par rapport à ce qu'on leur aurait dit, c'est une erreur. C'est une erreur parce que tous ces jeunes sont pratiquement tous de la mouvance. La mouvance a besoin d'être sereine, ensemble, unis, et ne pas se décomposer à travers des actes comme ce qu'on constate là. Mais je vous ai dit que de moins en moins nous allons voir ça, parce que à 2 ans, il faut que les choses sérieuses commencent. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas susciter des candidatures à 2 ans, c'est pas possible. Comprenez? Donc, les partis politiques s'organisent. Et si Olivier Bokor doit venir d'un parti politique, mais il le sera. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un membre de parti politique? Ça, il vous le dira. il me le dira. Alors, Benoît Degla, nous sommes, comme vous êtes en train de le dire tout à l'heure, à la fin du régime de Patrice Talon. Des analystes politiques estiment que tout est en train d'être fait pour ne pas que le régime perde le pouvoir, comme cela a été le cas avec Boni Yayi.
C'est pas nouveau ça. C'est pas le cas avec Yahya Bouni, c'est le cas avec tous les présidents, et c'est le cas avec tous les présidents du monde. Aucun président ne voudrait laisser le pouvoir s'en aller sans s'assurer que c'est son équipe qui continue. En France, vous avez vu tout ce que fait Macron? Et pourquoi? Pourquoi il jure, pourquoi il se bat aujourd'hui sauvagement contre Marine Le Pen? C'est pour que jamais, après lui, ce soit elle. Aujourd'hui, il se bat pour que ce soit son parti politique qui gagne, son mouvement qui continue. C'est comme ça. Aux États-Unis, c'est pas pareil. À côté de nous, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Pourquoi le président Ouattara est parti pour un 3e mandat? Pourquoi? Parce que celui-là qui devrait positionner, il a de son parti. Il s'est retrouvé dans l'obligation, avec le temps qui lui est resté, qui lui était imparti, de se présenter. Et il l'a fait. Donc, et partout ailleurs, c'est comme ça. Vous savez, au Sénégal, quoi qu'on dise, voilà, et Macky Sall, il s'en va, mais il a pris soin de préparer son premier ministre, qui est candidat. C'est pas tout pareil. Mais est-ce qu'au Bénin, par exemple, aussi, on peut assister aussi également à ça, ou peut-être... Mais pourquoi pas? Nous de la mouvance, nous voulons continuer nous de la mouvance, nous soutenons les actions du président, du gouvernement du président Patrice Talon. Donc, fidélité que nous lui avons manifestée, et nous nous sentons obligés de lui d'apporter comme notre concours à ceux-là qu'il va considérer comme ceux-là pouvant conduire aux destinées de notre pays. Voici pourquoi, si c'est le candidat qui sortira, qui peut-être aura l'adhésion du président de la République, sera le candidat de la mouvance. Sera le candidat de la mouvance, mais Dame Rumeur véhicule dans l'opinion qu'il y a plusieurs présidentiables au sein de la mouvance, et annonce qu'il y aura quand même pas véritablement de concession, parce que chacun veut quand même être l'héritier le plus digne de Patrice Talon. À 2 ans, c'est trop dit. À 1 an et demi, puisque désormais c'est à 180 jours qu'il faut déposer la candidature. Nous avons le temps. Jusqu'en octobre 2025. Il y a le temps de faire les conciliations. Il y a le temps de faire les conciliations, le temps de faire les arbitrages. Il y a le temps de calmer les ardeurs. Il y a le temps de régler les dissensions. Et il aura le temps de faire l'union. Il y aura le temps de faire l'union. J'ai une petite question à vous poser. Benoît Degla, vous avez été ministre de l'Intérieur de Boni-Yahi. Aujourd'hui, vous le voyez, il est à la tête d'un parti politique d'opposition. Et donc, vous êtes des adversaires politiques. Comment appréciez-vous aujourd'hui son activité politique, Boni-Yahi? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. C'est un homme politique qui, à la fin de son mandat, de ces 2 mandats, a décidé de continuer. Pas être dans l'arène politique, c'est pas à moi de juger ou ne pas. Mais il fait des commentaires sur la gouvernance du président Patrice Talon que vous soutenez. Oui, mais écoutez, il estime que les acquis démocratiques sont saccagés plus que jamais. Il estime par exemple que le panier de la ménagère se porte très mal. Mais c'est la pratique politique, parce que il sait pas pourquoi. Vous entendez, nos amis les démocrates se battent pour revenir en 2026. D'accord? Se battent pour revenir en 2026. Il faut un fonds de commerce. Le fonds de commerce, il faut aller aux élections, il faut détruire ce que l'autre fait. Il faut s'attaquer à ce que fait votre adversaire. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est pas nouveau. Il serait simple commentateur, observateur, d'accord, mais aujourd'hui il s'est affiché, il est un acteur visible, très actif. Hein? Mais est-ce que vous le redoutez pas sur le terrain politique? D'abord, aucun adversaire n'est à négliger. Mais le président Patrice Talon a quand même, au cours de ces 2 mandats qui vont s'achever bientôt, il a quand même donné un visage nouveau à notre pays. Il a porté le nom de notre pays à un niveau assez élevé. Quoi qu'on dise, quels que soient les commentaires qui se feront, vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois.
Et quand on parle du panier de la ménagère, oui, c'est vrai, mais c'est tout le monde qui en souffre. Mais de l'autre côté, on ne voit pas, on ne quantifie pas les énormes actions et les énormes actions sociales qui sont menées par le gouvernement à travers les programmes spéciaux. On ne quantifie pas ce dont bénéficient nos populations au niveau de l'éducation, au niveau des cantines scolaires, au niveau des routes qui se construisent, au niveau des grands chantiers. On ne quantifie pas. Vous imaginez le nombre de personnes qui travaillent à Glodjigbe, d'ex-diplômés sans emploi, qui sont là, qui entretiennent des familles de 3, 4, 5 personnes. On ne quantifie pas ça. C'est juste au moment de manger qu'on parle du panier de la ménagère. Mais on oublie le travail qui s'est fait par un certain nombre important de Béninois. Vous voyez? Donc, que l'adversaire s'attaque à un volet, à un pas. Mais il y a d'autres points sur lesquels on peut revenir, on peut faire des comparaisons. On peut faire des comparaisons. Alors, Benoît Degla, nous tendons pour vers la fin de cet entretien. Je vais quand même vous poser quelques questions sur votre séquence électorale. Comment se portent aujourd'hui les populations de la 10e? Ben, vous savez, la 10e circonscription, ça je vais vous le dire, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas très heureuse, parce que c'est une circonscription qui souffre de manque de beaucoup de choses. Je vais parler de l'eau, de l'électricité et des infrastructures routières. Depuis quelques années, les solutions sont en train d'être apportées. Et vous savez, on détenait le record des vers de Guinée. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle vers de Guinée. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est la 10e, c'est de la 10e qu'on constatait cela. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de disparaître. Les forages, on en a de plus en plus parce qu'on ne peut pas, il n'est pas facile de faire de barrages dans nos zones à cause de la nappe phréatique. Vous savez, on dit les collines. Donc après 10 mètres, 20 mètres, on tombe sur les roches et on ne peut plus continuer de forêt. Donc ça fait que nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'infrastructures sanitaires, quelques centres de santé vont s'ouvrir bientôt, mais il y a que au niveau des infrastructures routières et certaines localités sont démunies, mais je voudrais quand même profiter de votre émission pour dire la satisfaction des populations de la 10e, en particulier de celle de Ouessé, qui bénéficient des travaux de bitumage de certain nombre de voies. Et notamment la voie en Séké Ouessé est désormais engagée et dans les 3 mois qui vont suivre, les travaux vont démarrer. Donc c'est une très grande nouvelle. C'est attendu de tous les régimes précédents. C'est attendu depuis les indépendances. Et aujourd'hui, Ouessé, chef-lieu, sera quand même désenclavé par le goudron. Et c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est un pays, c'est une zone agricole. Oui. C'est une zone. Les cantines scolaires là-bas, comment ça se passe? Ah non, c'est standard, les cantines scolaires. Toutes les écoles primaires sont éligibles au bénéfice de la cantine scolaire. Et la gestion est faite de manière à ce que ce ne soit plus l'objet de détournement soit par le directeur, ou soit par ses parents, etc., etc. Donc il y a un contrôle rigoureux qui est fait. Il y a l'administration veille à ce que les vrais bénéficiaires soient les enfants. Soit les enfants en réalité. Alors, Benoît Degla, aujourd'hui, est-ce que vous avez des espérances du gouvernement et que vous pensez que l'État peut faire encore cela avant 2026 pour vos mandats? Oui, bien sûr. Lorsque je prends la 10e, on a la possibilité. On a réflexionné les centres de santé dans les différents arrondissements. Les centres de santé ont été réaménagés. Il manque qu'ils soient dotés de matériel et de personnel soignant. On en a besoin. Nos populations ont besoin, bientôt, et la commune de Ouessé
verra s'ouvrir un lycée technique agricole. C'est une très bonne chose pour les enfants, ça va s'ouvrir. Le souhait, c'est que cela demain, effectivement. Les paysans, les populations libérées, l'espace, c'est plus de 1000 hectares. Je sais que c'est inscrit l'ouverture, les travaux et l'ouverture de ce lycée vont se faire très très bientôt. D'autres espérances, oui. Vous savez, la jeunesse, il faut qu'elle soit orientée désormais. Il faut que notre jeunesse soit orientée. La jeunesse des collines a besoin que de se déverser vers Cotonou. On a besoin de créer des infrastructures qui retiennent ces populations, ces jeunes-là, dans nos zones. Et c'est des doléances que nous essayons de formuler pour que nos jeunes ne viennent pas grossir les rangs de grandes villes. Et ensuite, qu'on crée des structures scolaires de formation pour que, en dehors du lycée technique agricole, qu'ils puissent avoir d'autres filières qui permettent aux jeunes de se former et de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes directement, de pouvoir créer des activités génératrices de revenus. C'est ça ce que nous voulons souhaiter. Alors, nous allons revenir à la politique pour conclure. 2026, c'est dans pas longtemps. Quelles sont vos espérances pour la mouvance présidentielle? Est-ce que vous voulez un candidat pour le BN, un candidat pour l'UP? Quelles sont vos espérances, vous, Benoît Degla? L'idéal, c'est que nous ayons un candidat pour la mouvance. L'idéal, c'est que nous ayons un candidat pour la mouvance. Et ce candidat, je l'espère, sera consensuel. Sera consensuel. Voilà. C'est un rituel. Vous allez regarder droit dans votre caméra, vous allez dire un mot à l'endroit de vos mandants, de vos militants et de tous vos sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien ce dimanche. Bien, population de la 10e circonscription, je m'adresse à vous depuis les studios de ESAE TV. ESAE Télé. C'est un plaisir pour moi de pouvoir le faire et vous dire que voilà, votre député s'est retrouvé ce matin avec les amis où nous avons abordé un certain nombre de choses et je ne pouvais pas parler sans égrener les difficultés qui sont les nôtres. Actuellement, les problèmes que nous avons dans notre circonscription, les problèmes d'eau, les problèmes d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires et d'infrastructures routières, même si nous avons la chance de voir la route Ouessé et en ce cas Kilibo-Ouessé retenues parmi celles-là qui seront bitumées à partir de 2 ou 3 mois. Mais il reste beaucoup parce qu'il y a de gros arrondissements comme à Klankpa, vous le savez très bien, qui sont là et qui sont les greniers. En fait, à Klankpa, c'est le grenier agricole. Et cette localité, malheureusement, les voies d'accès sont difficiles. Et c'est heureux de constater que l'État, dans le conseil des ministres du mercredi dernier également, a retenu la réflexion de cette voie-là. Même si ce n'est pas du bitumé, au moins il se fera en matériaux durables. Et je pense que progressivement, le président Patrice Talon contribue à sortir la 10e des difficultés qui ont toujours été les nôtres depuis longtemps. Encore une fois, merci à vous. Merci à vous, Benoît Degla. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra qu'à l'entame, lorsqu'il a été interrogé sur la décision de la Cour constitutionnelle liée à la déclaration conforme à la Constitution de la modification du code électoral, il a fait savoir que nous devons être fiers de nos institutions. Il a argumenté dans ce sens. Il invite les uns les autres à d'autres tâches, vu que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré conforme à la Constitution. Pour lui, ce code électoral renforce le système partisan. Il a argumenté cela. Il a rappelé le diagnostic qui a conduit à la réforme du système partisan. Pour lui, le ministère de l'Intérieur a obligation de faire des contrôles pour vérifier les partis politiques qui sont encore éligibles et ceux qui doivent disparaître. Donnant des exemples sur les modèles types de pays qui ont des partis politiques nationaux, de grands partis politiques. Il a donné l'exemple des USA, des États-Unis, bien évidemment, du Nigeria et du Ghana. Il a argumenté dans ce sens et a fait savoir où veut aller le Bénin avec sa réforme du système partisan. Pour lui, la démocratie doit promouvoir le développement. Cela, c'est inconditionnel. Lorsqu'il a été interrogé
interrogé sur les enjeux politiques qui vont changer. Pour lui, c'est le travail qui attend les uns les autres, même l'Union progressiste et le renouveau. Tous ceux qui veulent continuer d'exister doivent véritablement s'armer sur le terrain politique. Pour lui, chaque parti politique aujourd'hui, au lendemain de cette déclaration conforme à la constitution de ce code électoral voté le 5 mars dernier, chaque parti politique doit appeler ses militants, il doit fidéliser sa troupe et mieux s'organiser pour évoluer en rang serré. Il a fait quelques rappels détaillés, notamment liés aux dispositions incluses dans cette modification du code électoral. Les motivations de certaines dispositions ont été également exposées en détail. Il a tenu à préciser que l'accord de gouvernance est totalement différent des alliances de partis politiques. Il a illustré avec des exemples. Il a fait savoir que l'autre avantage de cette modification du code électoral, c'est la nomination des chefs de village et chefs de quartier, ce qui était un besoin depuis 2015. Il a fait savoir également, selon lui, que les suscitations de candidatures déchirent le tissu politique, car la plupart de ceux qui effectuent cela sont des éléments de la mouvance présidentielle. Au cours de ses propos, il a fait savoir que Olivier Bokor est un ami et frère qui est resté toujours fidèle à son frère et ami Patrice Talon. Et donc pour lui, Olivier Bokor, on peut déduire de ses propos que Olivier Bokor est comptable du bilan politique de Patrice Talon. Les commentaires d'opposition, les commentaires que font les opposants, notamment l'ancien président Thomas Boniaï, pour lui, c'est leur fonds de commerce, car pour lui, tout cela également fait partie du jeu démocratique et du jeu politique. Lorsqu'il a été interrogé sur comment se portent les populations de la 10e circonscription électorale, il a fait savoir que la 10e circonscription électorale souffre de manque d'eau, d'électricité, d'infrastructures routières. Cela est dû à quelques situations géographiques et climatiques. Il a exposé cela de façon sommaire. Pour lui, il se réjouit aujourd'hui qu'il a des forages qui se font un peu partout. Il est satisfait et ainsi que la population de la 10e de bitumage d'une route à Wessek qui attend depuis plusieurs années. Il y a le bitumage également d'un certain nombre de voies. Il est heureux pour cela et il a émis également des souhaits en fin d'émission. J'espère que j'ai récapitulé plus ou moins vos propos. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, Benoît Degla. Je rappelle que vous êtes député du Parti politique Bloc républicain, élu de la 10e circonscription électorale qui comprend les communes de Glasgow, de Save et de Wessek. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Une dernière question pour finir. Comment appréciez-vous aujourd'hui cette décision qui est prise par la hiérarchie de la police républicaine, sûrement, bien évidemment, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, par rapport au port de casque, par rapport aux infractions au cours de la route, le port de la ceinture est obligatoire, tout ceci. Comment appréciez-vous cela aujourd'hui, vous qui avez été ministre de l'Intérieur? Mais très positivement, parce que le port de casque, le refus de port de casque, ou alors ne pas porter le casque, met la vie en danger. Et si la police communiquait le nombre de décès ou alors de personnes invalides du fait du port du casque, ce serait effrayant. Peut-être qu'il faudrait que la police le fasse pour que les gens comprennent que le casque, c'est dans l'intérêt des usagers eux-mêmes. Et les autres contrôles, je pense que vous ne pouvez pas rouler un véhicule sachant qu'il ne remplit pas les conditions, sachant qu'il n'est pas à jour. Les contrôles routiers aujourd'hui, tels qu'ils se font, ont besoin d'être accentués pour que nous puissions nous discipliner. Vous avez vu le nombre de conducteurs de taxi-moto dans notre pays, et vous avez vu un peu l'indiscipline qui caractérise certains. Facilement, les accidents arrivent. Et quand ça arrive, souvent, c'est ceux qui sont derrière qui en sont les victimes. Ceux qui en sont derrière, c'est les usagers. C'est à eux qu'on demande de porter les casques. Évidemment, bien entendu, le conducteur lui-même. Alors, c'est vrai, il y a un coût, mais il y a la vie aussi qu'il faut préserver. Et la vie n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Donc, je comprends que ce soit contraignant pour les uns et les autres. Beaucoup aiment, et c'est hygiénique d'ailleurs, avoir leur propre casque pour pouvoir monter sur une moto. Mais en même temps, je dis que, quand bien je comprends les conditions de vider un certain nombre d'une partie de notre population en la matière, les récriminations, je dis que ce qui est fait, c'est dans l'intérêt des populations. Acceptons de nous soumettre
à un certain nombre de contraintes pour nous sauver la vie. Pour nous sauver la vie, puisque la vie n'a pas de prix. Merci à vous, Benoît Degla. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre rendez-vous de 19h pour le JT des JT avec Atifa Olafa.